Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment très heureux et très honoré de pouvoir rendre hommage ce soir à René Daumal, qui nous observe au-dessus de l'épaule. Et je remercie chaleureusement toutes les équipes de la Bourse de commerce de nous accueillir, et en particulier Cyrus Goberville pour sa confiance. Et peut-être avant de vous parler de René Daumal, avant de vous parler du Mont Analogue, avant de vous parler de cette nouvelle réédition qui vient de sortir chez Gallimard, et surtout avant d'entendre la voix du poète par la voix de Denis Lavant, j'avais envie, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore lu Le Mont Analogue, de faire un très court résumé à la fois du livre et de la vie de Daumal. Donc Le Mont Analogue, c'est très simple. C'est une montagne invisible qui est un accès entre la terre, notre terre, et ce qui nous dépasse, et le ciel. Et un jeune alpiniste, persuadé de l'existence de cette montagne, va mettre en place une expédition pour, d'abord en naviguant, puis en grimpant, trouver le Mont Analogue et atteindre son sommet. Malheureusement, Daumal meurt avant de terminer son livre et nous laisse ainsi en pleine ascension. Mais je vous dirai pourquoi, à mon avis, c'est cette absence, cette disparition de l'auteur, cette incomplétude, cette faille au récit a permis au Mont Analogue de devenir un livre extrêmement important pour nous tous. Et pour nous tous d'ailleurs, je vais en profiter pour nous présenter Denis Lavant, Cécile Guilbert, Philippe Parreno et moi, Boris Bergman. Et pour résumer rapidement en quelques phrases la vie de Daumal, je vais vous lire le début d'une introduction qui vous éclairera un peu et vous donnera quelques pistes avant d'entendre la voix du poète. René Daumal prend peu de place dans l'histoire littéraire. À peine quelques lignes. Un parcours de vie aux sentences lapidaires. 16 mars 1908. Naissance à Boulzicourt, petit village des Ardennes. Collège à Charleville-Mézières, résonance rimbaldienne. Lycée à Reims, rencontre décisive avec d'autres jeunes gens tentés par l'expérimentation et le dépassement des limites a priori du réel. Amitié adolescente absolue. En premier lieu, Roger Gilbert Lecomte, allié, double, frère. Drogue, pour mettre à mal la conscience, jeux et dérives, expérience à la marge, écriture. Certitude d'être différent, de n'obéir à rien d'autre qu'à leur propre loi. Cette singularité engendre une force, une confiance en apparence inébranlable. Formation d'un clan, les frères simplistes. Départ pour Paris, bien sûr. Études à Henri IV. Manque normal sup à cause d'un accident de balançoire la veille du concours. Été 1927, découverte de l'alpinisme et de l'émerveillement que la poursuite des hauteurs procure. Fin de l'année, le clan devient un groupe, le grand jeu, à la revue éponyme et aux ambitions radicales, poétiques et révolutionnaires. Amitié avec des artistes comme le peintre tchèque Joseph Sima, le dessinateur Maurice Henry ou le photographe Arthur Arfo. Tentative infructueuse d'André Breton de ramener dans le droit chemin surréaliste ces jeunes gens bien trop libres à son goût. Rencontre Alexandre de Salzmann en 1930, qui l'initie à la pensée de Gurdjieff. Explosion du grand jeu, avant la publication d'un numéro 4. Éclatement des alliances adolescentes qui semblaient éternelles. Quête spirituelle, palliatif à l'échec du grand jeu. Son intérêt pour l'Inde et le sanskrit le mettent sur le chemin du danseur indien, Uday Shankar, dont il devient l'attaché de presse. Voyage aux États-Unis avec la troupe de ce dernier. Premier recueil de poésie, Le Contre-ciel en 1936. Premier roman,
la grande beuverie en 1939, grand dénuement et santé de plus en plus fragile. Commence le mont analogue. Sa femme, Vera Domal, née Milanova en Russie, est juive, ce qui oblige le couple à vivre en exil. Retour malgré tout à Paris à l'automne 1943, meurt de la tuberculose le 21 mai 1944, avant d'avoir pu achever son mont analogue. Et maintenant, je laisse la parole à Denis. Ha ha! Comme dit la chanson, il y a des moments où tu ne sais plus rien du tout. Le lendemain, tu t'aperçois qu'à ce moment-là, tu savais tout, mais tu ne sais plus rien du tout. Tout est foutu. Peuple intellectuel de Paris, je t'ai bien regardé. J'ai failli pleurer. Et je n'ai pas manqué de rigoler, toujours bien amèrement. Je me suis fichu de ta gueule et tu m'as fait de la peine. Tu n'es que 4 ou 5 à avoir fait ma connaissance, mais ça ne fait rien. Je ferai mon effet quand même. Tu as eu pas mal d'occasions de te retourner les yeux au-dedans et de voir. Tu as reçu du doute et de l'angoisse, de sacrés coups. Ça ne t'a rien fait. La question du sort de l'espèce humaine peut se poser chaque jour sous ses formes les plus sanglantes. L'abêtissement sous ses aspects les plus noirs te menace. Tu t'en moques. Tu tombes dans le panneau. Il y en a même beaucoup chez toi qui ne sortent pas des vieux panneaux. Mais il y a aujourd'hui chez toi, peuple intellectuel de Paris, quelques abrutissements particulièrement en vogue, contre lesquels, par simple acquis de conscience, je voudrais vous mettre en garde. Vous, les 4 ou 5 camarades qui avaient fait plus ou moins ma connaissance, je veux parler d'une mystique à vomir, d'un occultisme à relance scatologique, n'est-ce pas, camarade qui a assisté à cette expérience ? Ça pullule dans Paris. Il y a 1 an déjà ou plus, une grappe visqueuse de larves à figure vaguement humaine avait délégué auprès de moi un de ses moins pustuleux représentants. Si je me souviens bien, il voulait fonder une nouvelle religion, une école de la sagesse, avec le concours d'un grand initié authentique, et il prétendait avec une naïveté qui ne suscite en moi aucune tendresse, que si j'entrais dans leur cercle ésotérique, cela pourrait me faire le plus grand bien. J'ai sans doute eu tort d'être poli avec l'émissaire de ce nid de vampires, mais pourtant, mon silence obstiné semble avoir vaincu leur patience. Mais comme d'autres reviennent à la charge trop souvent, et que je préférais ne pas passer à la manière violente, je leur dis ici que toute leur religion, leur mystique, leurs astrologies, leur sagesse, leurs initiés crasseux, leurs lamas antisémites, leurs brahmanes constipés, j'en jetterai des tonnes au fumier pour un seul sourire. Un sourire d'un homme qui cherche durement, maladroitement, mais sans peur, d'être face à face avec soi-même et le silence. Un sourire qu'il pourrait avoir en me rencontrant, d'avoir trouvé enfin un vrai idiot comme lui. Je vous préviens,
camarades, vous qui m'avez rencontré parfois pour essayer de faire du feu ensemble, feu de paille probablement, je les ai bien regardés, ces amateurs de mystère, ces délectateurs moroses des ombres, des nombres, ces jouisseurs solitaires de Dieu sculptés dans leur morve psychique, ces sages titubants, ces mages saoulés de vices inassouvis, ils sont plus forts de tout le poids d'un océan de pourriture que les petites lueurs qui s'allument parfois en nous. Fuyons-les, comme on ne sait plus fuir la peste. Fuyez-les, ces fuyards de la réalité, ces conseillers de désertion. En attendant, peuple intellectuel de Paris, bien que tu m'ignores, je te fais des adieux d'allure très théâtrale. Je t'enverrai parfois des cartes postales et quelques mots fielleux. Je ne sais pas si d'ici longtemps je me permettrai encore d'être sincère. Très haut et très loin dans le ciel, par-dessus et par-delà les cercles successifs des pics de plus en plus élevés, des neiges de plus en plus blanches, dans un éblouissement que l'œil ne peut supporter, invisible par excès de lumière, se dresse l'extrême pointe du mont Analogue. Là, au sommet plus aigu que la plus fine aiguille, seul se tient celui qui remplit tous les espaces. Là-haut, dans l'air le plus subtil où tout gèle, seul subsiste le cristal de la dernière stabilité. Là-haut, en plein feu du ciel où tout brûle, seul subsiste le perpétuel incandescent. Là, au centre de tout, est celui qui voit chaque chose accomplie en son commencement et sa fin. C'est ce que chantent ici les montagnards. Cela est. Tu dis que cela est? Mais s'il fait un peu froid, ton cœur se change en taupe. S'il fait un peu chaud, ta tête s'emplit d'une nuée de mouches. Si tu as faim, ton corps devient un âne insensible à la trique. Si tu es fatigué, tes pieds savent te tenir tête. Cela, c'est une autre chanson que chantent aussi les montagnards. Oui. Vers l'âge de 6 ans, j'avais entendu parler de mouches qui piquent les gens pendant leur sommeil. Quelqu'un avait fait cette plaisanterie que quand on se réveille, on est mort. Cette phrase m'obsédait. Le soir, dans mon lit, la lumière éteinte, j'essayais de me représenter la mort. Le plus rien du tout. Je supprimais en imagination tout ce qui faisait le décor de ma vie et j'étais serré dans des cercles de plus en plus étroits d'angoisse. Il n'y aura plus moi. Moi. Qu'est-ce que c'est, moi ? Je n'arrivais pas à le saisir. Moi me glissait de la pensée comme un poisson des mains d'un aveugle. Je ne pouvais plus dormir. Pendant 3 ans, ces nuits d'interrogation dans le noir revinrent plus ou moins fréquemment. Puis, une certaine nuit, une idée merveilleuse m'est venue. Au lieu de subir cette angoisse,
tâcher de l'observer, de voir où elle est, ce qu'elle est. Je vis alors qu'elle était liée à une crispation de quelque chose dans le ventre et un peu sous les côtes et aussi dans la gorge. Je me rappelais que j'étais sujet à des angines. Je m'efforçais de me relâcher, de détendre mon ventre. L'angoisse disparut. J'essayais de penser encore dans cet état à la mort. Et cette fois, au lieu d'être saisi par la griffe de l'angoisse, je fus envahi d'un sentiment tout nouveau, auquel je ne connaissais pas de nom, qui tenait du mystère et de l'espérance. Blanc et noir, et blanc et noir, attention, je vais vous apprendre à mourir. Fermez les yeux, serrez les dents, clac! Vous voyez, ce n'est pas difficile. Il n'y a là rien d'étonnant. Je vous parle sans passion. Noir et blanc, clac! Vous voyez qu'on s'y fait vite. Je vous parle sans amour. Et pourtant, vous savez bien. Il faut être évident jusqu'à l'absurde. Blanc et noir, et blanc et noir, et noir et blanc. Si nos âmes échangeaient leur corps, il n'y aurait rien de changé. Alors, ne parlez plus de corps ni d'âme. Blanc, noir, clac! C'est la seule chose qu'ensemble nous pouvons comprendre. Mais n'est-ce pas qu'il n'y a rien de tragique? Je vous parle sans passion. Blanc, noir, clac! Et c'est mon éternel cri de mourant, ce cri blanc, ce trou noir. Oh, vous n'entendez pas. Vous n'existez pas. Je suis seul à mourir. Je vais faire un poème sur la guerre. Ce ne sera peut-être pas un vrai poème, mais ce sera une vraie guerre. Ce ne sera pas un vrai poème parce que le vrai poète, s'il était ici, et si le bruit se répandait parmi la foule qu'il a là parlé, alors un grand silence se ferait. Un lourd silence d'abord se gonflerait, un silence gros de 1000 tonnerres. Visible, nous le verrions, le poète, voyons, il nous verrait. Et nous pâlirions dans nos pauvres ombres. Nous lui en voudrions d'être si réels, nous les malingres, nous les gênés, nous les tout-choses. Il serait ici, plein à craquer des 1000 tonnerres de la multitude des ennemis qu'il contient. Car il les contient et les contente quand il veut. Incandescent de douleur et de sacrée colère, et pourtant tranquille, comme un artificier. Dans le grand silence, il ouvrirait un petit robinet, le tout petit robinet du moulin à paroles. Et par là,
nous lâcherait un poème. Un tel poème qu'on en deviendrait vers. Car je soutiens et je sais que la pataphysique n'est pas une simple plaisanterie. Et si à nous autres pataphysiciens, le rire souvent secoue les membres, c'est le rire terrible devant cette évidence que chaque chose est précisément, et selon quel arbitraire, telle qu'elle est et non autrement, que je suis sans être tout, que c'est grotesque et que toute existence définie est un scandale. L'alpinisme est l'art de parcourir les montagnes en affrontant les plus grands dangers avec la plus grande prudence. On appelle ici art l'accomplissement d'un savoir dans une action. On ne peut pas rester toujours sur les sommets, il faut redescendre. À quoi bon, alors? Voici. Le haut connaît le bas ne connaît pas le haut. En montant, note bien toutes les difficultés de ton chemin. Tant que tu montes, tu peux les voir. À la descente, tu ne les verras plus, mais tu sauras qu'elles sont là, si tu les as bien observées. Tiens l'œil fixé sur la voie du sommet, mais n'oublie pas de regarder à tes pieds. Le dernier pas dépend du premier. Ne te crois pas arriver parce que tu vois la cime. Veille à tes pieds, assure ton pas prochain, mais que cela ne te distrait pas du but le plus haut. Le premier pas dépend du dernier. Si tu fais une glissade, une chute sans gravité n'est pas un instant d'interruption, mais déjà même en te relevant, reprends la cadence de ta marche. Note bien dans ta mémoire les circonstances de ta chute, mais ne permets pas à ton corps d'en remâcher le souvenir. Le corps cherche toujours à se rendre intéressant par ses tremblements, ses essoufflements, ses palpitations, ses grelottements, ses sueurs, ses crampes. Mais il est très sensible au mépris et à l'indifférence que lui témoigne son maître. S'il sent que celui-ci n'est pas dupe de ses jérémiades, s'il comprend qu'il n'y a rien à faire pour l'apitoyer, alors il reprend sa place et accomplit docilement sa tâche. Complainte des alpinistes malchanceux. Le thé sans l'aluminium, 12 paillasses pour 30 hommes. C'est vrai que ça tenait chaud, mais ils sont partis plus tôt dans l'air en lame de rasoir, entre le blanc et le noir. Ma montre s'est arrêtée, la tienne s'est embrouillée. On est tout gluant de miel.
Il y a des grumeaux dans le ciel. On part qu'il fait jour déjà. Le névé jaunit déjà. Les cailloux pleuvent déjà. Il y a du froid dans la main lourde. Il y a du pétrole dans la gourde, il y a de la gourde dans les doigts, et la corde a des raideurs d'hérissons de ramoneurs. La cabane était puceuse, et disgracieux les ronfleurs. J'ai la gelure à l'esgourde, tu as l'air d'une macreuse, je n'ai pas assez de poche, tu retrouves ma boussole dans un noyau de pruneaux. J'ai oublié mon couteau, mais tu as ta brosse à dents. Il y a 25 000 heures qu'on monte, et on est toujours en bas, empâté de chocolat. Nous talochons le verglas, nous grippons dans du fromage. Il y a de l'acreur dans le nuage, on y voit blanc à 2 pas. Halte, un peu qu'on se ménage. Voilà mon sac qui s'ébat en me décrochant le cœur. Il gambade vers l'en bas. Il y a des trous plus noirs que verts, des glou-glous, des chemins de fer, 10 000 sacs sur la moraine, des faux sacs et des vrais trous, et des sales gros crocs en jambes. Enfin, voilà mon chao met à bouillir sur mon dos. Mutissons-nous de noyaux de prudence et de pruneaux. La rimaille va crever de rire. Nous enfonçons jusqu'aux barbes. Voilà l'espace qui grésille. On s'est crompé de tout Loir. Nos genoux claquent des dents, le gendarme se défend, j'ai un bloc dans la mémoire, un surplomb dans l'estomac, on ne peut plus dire que soif. Et j'ai 2 gros doigts vert pâle. On n'a pas vu le sommet, sauf la boîte de sardines. On coinçait tous les rappels. On passait sa vie entière à démêler la ficelle. On est tombé dans des vaches. Vous avez fait une jolie course? Épatante, monsieur, mais dure. On trouve ici, très rarement en basse montagne, plus fréquemment à mesure que l'on monte, une pierre limpide et d'une extrême dureté, sphérique et de grosseur variable, un véritable cristal, mais cas extraordinaire et inconnu sur le reste de la planète, un cristal courbe. On l'appelle dans le français de Port des Singes, péradame. Ivan Laps reste perplexe sur la formation et le sens primitif de ce mot. Il peut signifier, selon lui, plus dur que le diamant, et il l'est, ou bien père du diamant, et l'on dit que le diamant est en effet le produit de la dégénérescence du péradame par une sorte de quadrature du cercle, ou plus exactement, de cubature de la sphère. Ou encore, le mot signifie-t-il la pierre d'Adam, ayant quelque secrète et profonde connivence avec la nature originelle de l'homme. La limpidité de cette pierre est si grande et son indice de réfraction si proche de celui de l'air, malgré la grande densité du cristal, que l'œil non prévenu la perçoit à peine. Mais à qui la cherche avec un désir sincère et un grand besoin, elle se révèle par l'éclat de ses feux, semblables à ceux des gouttes de rosée. Le péradame est la seule substance, le seul corps matériel auquel les guides du mont Analogue reconnaissent une valeur. Aussi est-il le gage de toute monnaie, comme l'or chez nous. En vérité, le seul mode loyal et parfait de payer sa dette, c'est de la rembourser en péradame. Mais le péradame est rare
est difficile, voire dangereux. Sa quête et son ramassage, car souvent, il faut aller l'extraire d'une fissure dans la paroi d'un précipice ou le prendre au bord d'une crevasse sur une pente de glace vive où il est venu s'encastrer. Ainsi, après des efforts qui parfois durent des années, bien des gens se découragent et redescendent sur la côte où ils cherchent des moyens plus faciles de payer leurs dettes. Celle-ci, en effet, peut être simplement remboursée en jetons, et ces jetons peuvent se gagner par tous les moyens ordinaires. Les uns se font cultivateurs, d'autres artisans, d'autres débardeurs, et nous ne médirons pas d'eux, car c'est grâce à eux qu'il est possible d'acheter sur place des vivres, de louer des ânes et d'engager des porteurs. Et si l'on n'arrive pas à payer sa dette, avait demandé Arthur Beaver. Quand vous élevez des poussins, lui fut-il répondu, vous leur avancez du grain qu'ils devront, devenus poules, vous rembourser en œufs. Mais lorsqu'une poulette, l'âge venu, ne pond pas, qu'en advient-il? Et chacun de nous avait silencieusement avalé sa salive. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaie pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaie de se donner. Essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir. Désirant devenir, on vit. C'est pas facile de parler après Denis Lavant, mais on va essayer. Et juste avant de rejoindre Denis sur les pentes du Mont Analogue, j'avais envie de revenir un peu à cette adolescence capitale chez Domal et à ce groupe que vous voyez apparaître, Domal et Assis. Et ce groupe donc qu'on a appelé qui s'est appelé lui-même le Grand Jeu et qu'on définit un peu étrangement comme une avant-garde, un groupe, et a posteriori. Mais en réalité, c'est beaucoup plus une expérience amicale et collective d'expérimentation et de dépassement des limites. Et quand on veut dépasser les limites, souvent on dépasse la dose prescrite. Et donc j'avais envie d'échanger avec vous sur ces expériences. Alors on a parlé de drogue, des drogues qui ont abîmé en fait les poumons de Domal et qui ont causé des années plus tard sa mort très précoce. Et vous, chère Cécile Gilbert, vous avez écrit une somme qui s'appelle Écrits stupéfiants,
Et dans cette somme, vous revenez sur le rapport étroit parfois de la littérature ou de la création littéraire et des stupéfiants, de Homère à nos jours. Et je voulais savoir quelle place vous donniez à cette expérience très singulière que fut le grand jeu, et en particulier l'amitié René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte. Oui, en fait, quand j'ai découvert les poètes du grand jeu, évidemment, j'étais adolescente et comme je l'ai expliqué dans l'introduction de ce livre, c'est parce que j'ai découvert que tous les écrivains que j'aimais s'étaient drogués que j'ai voulu me droguer aussi. Ceci étant, l'expérience des poètes du grand jeu, elle est tout à fait singulière dans la constellation de tous les écrivains qui ont pris des drogues. D'abord, ils ont pris des drogues que normalement personne ne prend à des fins de découverte de conscience. C'est pas du tout un usage récréatif ou hédoniste. Ils prennent pas du tout de la drogue pour s'amuser ou pour ou pour passer le temps. Non, il y a tout un programme en fait qui est déjà philosophico-métaphysique en fait dans cette prise de stupéfiants. Et ils prennent pas du tout, même s'ils ont goûté l'opium, le hashish, toutes les drogues, les terres, ils prennent de ce qu'on appelle les solvants, qui en fait sont une espèce de drogue du pauvre, qui est le protoxyde d'azote, le tétrachlorure de carbone et tout. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que, peu ou prou à la même époque, en fait, les surréalistes condamnaient complètement les prises de stupéfiants au nom de ce que devait être le surréalisme, et que eux allaient dans un sens complètement différent, et ce qui prouve que effectivement, leur démarche n'avait rien à voir avec celle des surréalistes, et que deux, elle n'avait rien à voir avec ce que fustigeaient les surréalistes, c'est-à-dire un usage récréatif abrutissant et finalement pas très intéressant. Donc j'ai été passionné évidemment par notamment les textes de Daumal sur cette expérience fondamentale. C'est ce texte qu'il écrira plus tard, bien plus tard. Mais en fait, ce que m'inspire tout ça, là, ce qu'on a entendu, ce que Boris a dit, et ce que j'ai aussi expérimenté en travaillant autour de Daumal, c'est qu'en fait, il fallait absolument pas séparer Daumal en deux. En fait, il fallait pas du tout dire qu'il y avait d'une certaine façon, même s'il y avait de la potacherie, même s'il y avait de la pataphysique, même s'il y avait ce côté des lycéens. Il y a beaucoup de mouvements on connaît beaucoup de lycéens qui ont fait des choses comme ça au nom de l'absolu, d'une forme de révolte adolescente, d'une rébellion. Il y a eu Vacher, il y a eu eux, il y a eu les Dada, il y a eu les surréalistes, mais il y a vraiment une continuité dans la vie de Daumal qui est magnifique, qui est cette continuité de l'initiation, en fait. Vous avez entendu beaucoup noir, blanc. Bon, c'est vraiment une référence à la poésie noire, la poésie blanche, mais en fait, la poésie noire, la poésie blanche, elle est toujours initiatique, et en fait, il s'agit toujours d'aller vers la connaissance. C'est pour ça que pour moi, Daumal est plus important que ses camarades, même si plus jeune, j'ai évidemment beaucoup aimé Gilbert Lecomte, mais très vite, il m'est apparu qu'il était tout seul dans son genre et qu'il est même tout seul dans une sorte de tradition littéraire, puisqu'en fait, c'est quelqu'un qui perpétuellement met sa vie en conformité avec ce qu'il écrit et n'écrit pas tant que sa vie n'a pas expérimenté ce dont il veut parler. Donc, je ne pense pas que ce soit un poète, je ne pense pas que ce soit un philosophe, je ne pense pas que ce soit un littérateur. En tout cas, si on entend la littérature au sens d'une sorte de territoire poétique qui serait complètement matiné de spiritualité et d'érudition, ce serait que ce secteur-là de la littérature qui n'existe quasiment plus. Voilà, donc pour moi, il faut vraiment le voir comme un chercheur de vérité toute sa vie, et au prix d'une grande ascèse et de beaucoup de sacrifices et de beaucoup d'exigences, qui est passé, oui, peut-être des expériences initiatiques sombres de la poésie noire, une sorte de catabase à une anabase, évidemment, qui est symbolisée par le blanc, la neige, le mont analogue et toute cette trajectoire ascensionnelle. Et là, vous avez un beau portrait de Roger Gilbert-Lecomte, évidemment en noir, qui assassine pour rire, a rajouté le photographe entre parenthèses, son ami René Daumal. Et vous, Philippe Paresneau, on avait beaucoup parlé aussi, vous m'aviez beaucoup parlé au début de votre pratique de cette importance de l'expérience collective, de la création collective, de l'initiation aussi. Qu'est-ce que ça vous invoque, ce grand jeu? La prise de drogue, du mycélium. Et je voulais, avant de te répondre, je voulais te demander, en fait, j'ai pas lu le texte en question, mais par exemple, Terence McKenna, par exemple, est au centre, en fait, un peu de cette recherche que tu as fait, ou
toute la question. Alors pour le public, Ouais. Terence McKenna, Ouais. c'est un chimiste oui, Philosophe. et un philosophe américain qui s'intéresse beaucoup à ce que produisent, aux effets psychédéliques des drogues, à ce que ça produit en termes de connaissances. Il y a toujours eu dans la prise de drogue des gens qui essayaient d'en savoir un peu plus sur la conscience, sur eux-mêmes, sur les possibilités de l'esprit. Grâce à la drogue, il y a même certaines traditions spirituelles dans lesquelles, effectivement, la prise de drogue est recommandée, voire est ritualisée, en fait, d'une certaine façon. Il y a des choses avec les ancêtres, les devins, tout ça. Bon. Non, McKenna n'est pas au centre du tout de mes recherches, puisqu'en fait, mes recherches s'intéressent à l'expression subjective de l'expérience du stupéfiant. Donc, j'essaye de repérer dans ce livre le maximum d'expériences subjectives écrites, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient de la bonne ou de la mauvaise littérature, peu importe, mais de cette prise d'un produit stupéfiant, quel qu'il soit, en les classant par substance, puisqu'ils ne produisent pas les mêmes effets. Ouais. Donc, dans Terence McKenna, je suis en train de le relire, en fait, ça me fascine. Ouais, parce que ces questions en fait, de paysages invisibles, de choses qui sont en fait, déjà très très présentes dans les textes qu'on a entendus de Denis par Denis. Ce qui est assez étonnant en fait à revoir. J'avais pas fait la connexion, mais c'est étonnant. Ouais, donc c'était quoi ta question? C'était sur l'expérience collective, ouais, peut-être non, au début. Ouais, bien sûr, c'est une littérature que tu lis quand tu es adolescent, et après, parce qu'effectivement, elle convoque en fait cette idée de l'art comme conversation. Ce qui est effectivement, je pense, le principe même de la pratique artistique. Elle est par essence conversationnelle. Si tu ne converses pas avec un ami ou un copain, tu converses avec des anges ou avec je sais pas, des nymphes, mais il y a toujours une conversation qui se met en place, quoi. Donc ouais, l'art conversationnel et puis le collectif, quoi. Mais c'était la phrase aussi de Rimbaud, non? On dit je pense alors on me pense. Et c'est au cœur de la pratique des textes, de tous les textes de Daumal, d'ailleurs la Grande Beuverie en particulier, parce que c'est une session très intense comme ça qui passe par la parole. C'est étonnant à quel point c'est étonnant d'entendre Denis parler, parce que c'est très la littérature de Daumal est très comme ça portée par la parole, quoi. C'est à lire, mais c'est aussi à entendre, quoi. Et la Grande Beuverie, ce sont des incantations en fait de ces jeunes gens qui se réunissent pour pouvoir produire un monde, un espèce de multivers, jusqu'à un moment donné que la croyance soit partagée, non, et puis à un moment donné ça s'effrite, quoi. Donc c'est les deux en fait, la montée puis la descente. Ouais. Ouais. Et c'est assez intéressant de voir aussi comment le grand jeu va s'effriter, puisque ces jeunes gens qui se rencontrent à Reims vont arriver à Paris, vont fonder une revue. Et très vite être en concurrence, enfin en tout cas en concurrence, ils sont provinciaux, sûrs d'eux-mêmes, beaucoup plus radicaux, beaucoup moins bourgeois et maîtrisés que les surréalistes. Et par exemple dans le numéro 3 du Grand Jeu, il y a cette lettre de Daumal à Breton, qui est une forme de Breton, qui est à l'époque quand même, André Breton, la référence, l'espèce de maître à penser parisien, et Daumal le renvoie dans les cordes. Donc il y a un refus aussi d'appartenir à ce mouvement officiel. Mais le grand jeu va échouer, bien sûr. Ça ne pouvait, de toute façon, peut-être qu'on le voit sur la photo, ça ne pouvait pas trop durer. Donc là, vous avez aussi un beau photomontage de Lecomte à gauche, Daumal au centre et Vaillant à droite. Et Daumal va trouver en quelque sorte des palliatifs. Alors ça, c'est moi qui le dis, peut-être que certains spécialistes ne seront pas d'accord, mais en tout cas va se plonger dans d'autres choses, va poursuivre sa quête de connaissances, va poursuivre ses recherches. Et l'un des premiers, j'avance un peu, voilà, l'un des premiers palliatifs, c'est la montagne. Et je tiens aussi à vous dire que dans cette édition, donc, qui contient bien sûr le texte, mais aussi des essais, un essai de Cécile et un essai notamment d'un spécialiste de Daumal qui s'appelle Billy Dranty. Et Billy montre dans son texte que l'attrait pour la montagne n'est pas qu'une obsession symbolique d'élévation, de hauteur et de descente, mais que Daumal est un alpiniste. Et il est un alpiniste pur et dur, c'est-à-dire il est malade, les poumons rongés par la tuberculose, et il va pourtant donc là vous le voyez assis à droite, il va pourtant traquer les sommets. Donc l'un des premiers, cette fois-ci il est à gauche,
laisse un peu. L'un des premiers palliatifs est la montagne, et le deuxième, alors palliatif je sais pas, mais en tout cas l'une des poursuites de sa quête va être cette trouvaille de la mystique indienne et l'étude du sanskrit, etc. Et peut-être que Cécile, tu veux nous dire quelques mots, j'avance encore un peu, voilà. Oui, alors j'en profite pour rebondir, comme on dit dans la novlangue, sur ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, un jour, on s'apercevra bien que ce qu'a tenté sur le plan, j'aime pas dire littéraire, parce que si vous voulez, ça va au-delà de ça, c'est vraiment une entreprise gnostique, quasiment, cette histoire de grand jeu, c'est vraiment la connaissance, et c'est vraiment essayer d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus absolu, qui est quasiment la vérité, en fait, pour le dire simplement, devrait être évalué complètement à l'aune du surréalisme, voilà, parce qu'il semblerait que c'est l'arbre qui cache, ou la forêt qui cache l'arbre, je ne sais pas, mais je veux dire, le surréalisme fait de l'ombre au grand jeu, et si les surréalistes ont 12 ans à peu près de plus que les membres du grand jeu qui en ont entre 20 et 24, on voit bien dans cette lettre extraordinaire de Daumal à André Breton, pleine d'aplomb, mais aussi pleine d'arguments, qu'ils ont très bien compris que les surréalistes, avec leur écriture automatique, leur cadavre exquis, etc., ne produisaient que des poncifs et des automatismes, et qu'il s'agit justement de se libérer des automatismes. Bon. Alors, c'est vrai que de la même façon qu'il n'y a pas vraiment de rupture dans la vie de Daumal, parce que moi je tiens à dire que Daumal, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le mets complètement à part. Je pense que c'est une des plus belles personnes qui ait jamais existé sur Terre, dont on est le témoignage de la vie. Je remercie Boris parce que grâce à cette proposition qui m'a fait d'écrire dans ce livre, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait, c'est que j'ai lu les lettres de Daumal, que j'avais jamais lu. En fait, j'avais lu Le Mot Analogue, j'avais lu La Grande Beuverie, j'avais lu des poèmes et des choses du grand jeu, mais je n'avais jamais lu ses lettres. Et en fait, les lettres, c'est extraordinaire parce que, déjà d'une façon générale, avec tous les écrivains et tous les gens qui sont importants, tous les artistes, les penseurs, les mystiques, etc., quand on a des productions littéraires, des poèmes, des romans, on peut toujours se dire qu'on crée quelque chose d'un peu artificiel, qu'on est dans une posture, etc. Mais en fait, avec les lettres ou les journaux intimes, quand ils n'ont pas été conçus pour être publiés après sa mort, on a quelque chose qui est bon, l'authentique, vraiment l'authenticité, ce qui est une personne. Et ces lettres de Daumal, notamment le tome 3, montrent toute l'ampleur de cette quête spirituelle, sa probité, sa pureté, la beauté de son âme. Et s'il avait effectivement pérégriné dans les choses de l'esprit plus ou moins troubles au moment du grand jeu, par la suite, effectivement, il débouche sur autre chose. Ceci étant, au moment du grand jeu, il dit déjà que tout le trésor, en fait, de sa pensée et de sa quête réside en Inde. Et très vite, très jeune, bien avant l'explosion du grand jeu, en fait, il s'est mis à étudier le sanskrit tout seul, ce qui était quand même une prouesse, parce qu'on se demande toujours, mais comment ce type qui est né dans les Ardennes, là, vous voyez, les années 8, il est né en 8, vous voyez, la guerre, l'après-guerre, comment ce type né dans ce milieu, avec les parents qu'il avait, l'environnement qu'il avait, même ses copains géniaux qui avaient 15 ans au lycée de Reims, comment il a pu mettre la main sur des choses qui n'étaient pas quand même très répandues à l'époque, et comment il s'est mis à apprendre le sanskrit tout seul vers 16-17 ans, au point de mettre au point une grammaire sanskrite qui a quasiment fait autorité, qui faisait en tout cas l'admiration des spécialistes, et celle de sa condisciple Simone Veil en Cagne, à qui il a prêté cette grammaire quand il l'a revue à Marseille au moment de la guerre. Il a connu l'Inde en fait par René Guénon, et il n'est pas du tout resté ni un lecteur abruti ou complètement inconditionnel de René Guénon, mais il a commencé à apprendre le sanskrit pour faire des traductions lui-même des textes les plus importants de l'Inde. Je dirais qu'il a été un double connaisseur de l'Inde, c'est-à-dire qu'il a été connaisseur de l'Inde par les textes de la tradition qu'il a traduits lui-même, enfin pas tous évidemment parce que c'est une montagne, une vie n'y suffirait pas, mais disons qu'il a traduit les principales, des choses très très centrales dans ce corpus védique. Il a traduit des Upanishads, des hymnes du Rig Veda, il a traduit les extraits des lois de Manu, qui sont des textes. Et alors, il a fait ça, mais aussi il était très attentif à tout ce que les indianistes de son époque écrivaient. Il faisait des critiques comme ça des livres qui paraissaient. Donc il avait une sorte de double vista, parce qu'il avait donc la tradition pure qui traduisait lui-même et dont il disait des choses, et puis ce qu'en disaient les autres. Ce qui est aussi fascinant, c'est que non seulement il a découvert l'Inde très jeune et il a reconnu l'Inde comme
le berceau le plus pur, ou la source, disons, la plus pure de tout ce à quoi il s'abreuverait, parce qu'il s'abreuvait de la Kabbale, du soufisme, de Maître Eckhart, du christianisme. Bon, vous voyez, il avait un panel absolument énorme sur les traditions spirituelles, mais il a reconnu l'Inde comme la source. Et non seulement il a reconnu l'Inde comme la source, mais en Inde, où il y a énormément de traditions, où il y a beaucoup, c'était des corpus très compliqué, il y a plusieurs, il y a l'influence du bouddhisme, il y a l'influence du jaïnisme, il y a les hindous, il y a la religion proprement dite hindoue, etc. Lui, il allait droit sur ce qui est sans doute aussi la chose la plus pure de ce corpus spirituel, c'est les doctrines du non-dualisme, et qu'il a rapproché de Spinoza, parce qu'il avait quand même une formation philosophique. Et donc, vous voyez, il est allé droit sur l'Inde, et en Inde, droit sur ce qu'il y a de plus pur. C'est pour ça, et pour en finir, parce que je ne veux pas être trop longue, je pense qu'il faut battre en brèche une deuxième fausse évidence concernant Domal. C'est que quand on dit que le grand jeu a explosé dans les années 30 parce qu'il avait rencontré un dénommé Alexandre de Salzman qui lui a fait accéder à l'enseignement de Gurdjieff, en fait, il connaissait l'Inde avant, et en fait, il a compris que l'enseignement de Gurdjieff, qui n'était pas exempt de critique et qu'il a suivi certes, mais pas non plus totalement, c'est-à-dire qu'il n'a pas rencontré Gurdjieff tout de suite, il a rencontré plutôt cet Alexandre de Salzman qui était un disciple. En fait, l'enseignement de Gurdjieff était une sorte de détonateur qui lui a permis de voir que tout ce qu'il savait déjà, qu'il savait intellectuellement, pouvait être vécu dans l'expérience. Voilà. Donc ça a été, si vous voulez, comme une sorte d'étincelle qui a permis si vous voulez, de métaboliser, et c'est le cas de le dire, d'incarner, de métaboliser tout ce qu'il savait déjà de cette expérience indienne. Donc ça a été fondamental, parce qu'à partir de là, il n'a pu que s'enfoncer dans plus d'exigences, plus d'assesse par rapport à ce qu'il cherchait, sans plus avoir forcément recours à des textes. Il savait déjà où il devait persévérer. Et aussi sans jamais aller en Inde. C'est assez intéressant quand même, cette appropriation presque numérique, ou enfin en tout cas lointaine, sans aller sur place. Alors néanmoins, il avait tout de même un rapport direct à l'Inde, puisque vous découvrez un danseur qui à l'époque était, peut-être tu veux nous en dire plus, Cécile, ou sur Uday Shankar. Donc voilà, c'est Uday Shankar qui était danseur indien. Il faisait des danses sacrées indiennes, et Domal fut son attaché de presse pendant une année, et il a eu aussi cette obsession pour les danses sacrées indiennes. Et pour la petite histoire, Uday Shankar est le grand frère de Ravi Shankar, qui est à l'époque un jeune enfant, et j'ai eu la chance de retrouver des photos de Ravi Shankar lors de cette tournée américaine, et puis lors d'un passage à Paris, qui sont dans le livre, et donc voilà, c'est assez fou. Ouais, je pense que là, ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'il découvre avec l'art de l'Inde, c'est-à-dire il s'intéresse beaucoup au théâtre indien, à la danse indienne, et donc il voit effectivement danser ce grand danseur qui était Uday Shankar, et qui incarnait donc cette quintessence de cet art de la danse. C'est qu'en fait, il découvre qu'en Inde, l'art, que ce soit la poésie, la danse, le théâtre, effectivement, sont complètement connectés aussi à la spiritualité, à des choses cosmiques. Et donc, il découvre que finalement, contrairement à toute la tradition occidentale qui nous répète, et je ne sais pas ce qu'en pensera Philippe, mais que l'important pour un artiste, c'est d'être original. Évidemment, en Inde, l'important pour un artiste n'est pas du tout d'être original. Au contraire, l'important, c'est de continuer à cultiver cette vérité. Donc, il n'y a pas si vous voulez, il n'y a pas de mal à répéter ou d'affiner, si vous voulez, la tradition. Et il découvre en fait que si l'art n'a pas pour but d'aller vers le beau, le bien et le vrai, il n'a pas lieu d'être. Et peut-être après, pour vous parler un peu du mot analogue, donc vous avez entendu avec Denis certains passages de ce texte, mais ce qui est assez fascinant, et c'est aussi ce qu'on a voulu montrer dans cette nouvelle édition, c'est l'importance qu'a eu ce livre chez les artistes. Et ce livre a une filiation extraordinaire. Il a été un peu oublié à sa sortie, après la mort de Domal en France, et très vite, en fait, il va traverser l'Atlantique, il va être traduit aux États-Unis, il va avoir énormément de succès, il va devenir une espèce de symbole New Age, il va être lu comme ça en Californie par les hippies, etc. Il va être traduit dans une collection qui s'appelle Hanuman Books, là où on trouve aussi les poètes de la Beat Generation. Donc Domal va être associé à la Beat Generation. C'est d'ailleurs comme ça que quelqu'un comme Patti Smith découvre Domal
normal dans l'East Village à la fin des années 60. Et donc c'est assez intéressant de voir comment le monde analogue a eu une espèce de postérité extraordinaire. Par exemple, alors on peut, à chaque fois quand on a mené cette enquête, on se rend compte qu'il y a toujours des nouveaux mondes qui s'ouvrent. En Italie, il a inspiré toute une scène de musiciens expérimentaux. Il a inspiré des scientifiques par son aspect un peu visionnaire en matière d'écologie. On pourra vous en parler après. Et voilà. Et il a inspiré Philippe Arreno, donc je ne sais pas comment vous découvrez, surtout que ce livre ne vous a pas quitté pendant longtemps et vous avez créé avec ce livre de plusieurs manières, fait votre monde analogue de plusieurs manières, donc je ne sais pas comment vous le découvrez, quand vous le découvrez. Ouais, il y a longtemps, c'était aux Beaux-Arts, donc ça fait très longtemps. Mais la première itération de ça, c'était il y a 20 ans, c'était l'exposition qui s'appelait Alien Seasons, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et c'était une première tentative, disons, de programmer une exposition avec des choses qui apparaissaient et qui disparaissaient. Et j'avais travaillé à l'époque avec comme disons, consultant, avec quelqu'un avec qui j'avais demandé, poser des questions justement sur la programmation. C'était au début, en fait, de ces questions-là, de cybernétique. Et c'était Jaron Lanier qui avait inventé la réalité virtuelle, qui a inventé la réalité virtuelle, qui est aussi un compositeur de musique et un cybernéticien. Donc on a beaucoup travaillé. Lui, il connaissait aussi bien le monde analogue. Et j'avais fait là une petite chose, un film sans pellicule, comme disait. C'était juste un codage de couleurs qui était projeté sur un vidéoprojecteur sans objectif. Donc on voyait rien du tout dans la journée, et la nuit, en fait, sur le boulevard Président Wilson, on voyait juste comme si quelqu'un voyait un film dont tu voyais pas les images, mais tu voyais juste la lumière irradiée comme ça. Et donc c'était le monde analogue. Ouais. Et donc ça, c'était en 2001. Mais vous m'aviez dit aussi qu'avant ça, il y avait aussi cette volonté, et il y a eu pas mal de monde qui ont essayé, ouais, et d'adapter le monde analogue. Oui, de prendre en fait le livre. À la lettre. Il y a des cartes, ouais, dans le livre, donc de prendre le livre comme une carte et de partir à la rencontre de cette montagne qui est en gros dans le triangle des Bermudes à peu près. Donc on avait essayé de faire une expédition, ouais, et le film aurait été en fait le compte rendu de cette expédition. Et ça s'est pas fait. Et du coup, il n'y a eu que ce film sans pellicule qui est sorti de ça. Ouais, ce qui m'avait plu, c'est que vous m'aviez dit que voilà, ça s'est pas fait, mais en fait, même dans ce non-fait, le monde analogue existe. Et ouais, c'est une espèce de lumière, de présence de film, c'est pas une espèce de truc éthéré comme ça. Ouais. Ça, c'était une version qui avait été montrée à Berlin, et c'était une nuit en fait où, dans une salle de cinéma qui était vraiment pleine. On voyait le mot analogue, juste la lumière en fait, les 6000 mots en 6000 couleurs, avec un son associé. Et la projection a duré très longtemps et les gens restaient hypnotisés par cette lumière. Ouais. Et puis, donc il y a eu plusieurs itérations comme ça de projets, ouais, lumineux. Et peut-être qu'on peut parler de la dernière qui est au-dessus, ouais, de notre tête en ce moment même. Mm-hmm. Dans la tour Médicis Ouais, qui est un peu comme un phare en fait, ouais, c'est ça, et qui on voit très, très peu la journée, ou alors quand le temps est très couvert, mais qui continue un peu, ouais, d'irradier ce texte, ouais, qu'on comprend pas parce que c'est de la lumière, mais qui parle quand même, quoi. Ouais. Et cette tour, tu m'avais dit que c'était là où Catherine de Médicis, je crois, allait avec Nostradamus ouais, chercher la vérité. Une vérité, ouais, dans les étoiles, donc ouais, je trouve ça. Ouais. Donc n'hésitez pas en sortant de la bourse de commerce à lever la tête. Et non, moi je pense que la force, pourquoi tellement d'artistes ont eu envie de s'emparer de manière extrêmement différente. En ce moment, il y a une exposition à Reims dont je suis co-commissaire au Fonds régional d'art contemporain Champagne-Ardenne et jusqu'au 23 décembre. Et le but de cette exposition, c'est aussi voilà de montrer le pouvoir de ce livre et comment dans tous les pays, à tous les âges, il a pu inspirer.
Et moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, l'une des forces de ce livre, c'est son inachèvement. C'est le fait qu'il ne se termine pas, que D'Aumale disparaisse en pleine virgule, puisque la dernière phrase, ou la dernière non-phrase du mot analogue, se termine par une virgule. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première édition en blanche chez Gallimard en 1952, la virgule avait été remplacée par l'éditeur de l'époque par un point, comme s'il fallait clore le mot analogue. Mais à mes yeux, et on a évidemment restitué la virgule dans cette édition, l'inachèvement du mot analogue, son incomplétude, cette faille, permet au contraire d'en faire une œuvre extrêmement fertile et infinie. Voilà, je ne sais pas si ça vous inspire un rebond. Non, mais non, c'est sûr, le fait qu'il soit infini, a été effectivement c'est un des grands attraits quand tu découvres ça du roman, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, Patti Smith raconte dans sa préface qu'elle elle découvre le mot analogue, elle commence à le lire dans la rue, elle se dit c'est important, elle monte chez elle, et arrivant à la non-fin, elle a l'impression qu'il y a un problème d'impression, donc elle redescend, elle veut un autre livre, et cet inachèvement le rend infini. Et peut-être un petit mot de la fin, je ne sais pas. Ah voilà, Denis reprend. Je vais garder par devers moi un petit texte, parce que si j'ai commencé à lire ma lecture à propos de René D'Aumale par le ha-ha, qui est la parole du singe papillon, cynocéphale papillon, bosse de nage, qui est l'accompagnateur du docteur Faustroll de Vincent Jarry, je ne peux pas m'empêcher de voir une filiation directe entre Alfred Jarry et pas Vincent Jarry, Alfred Jarry. Vincent Jarry, c'est un ami poète, mais j'ai mélange maintenant. Alfred Jarry, donc celui qui a assumé la paternité du père Ubu, mais qu'on a trop tendance à réduire à seulement cette œuvre, qui est aussi une œuvre aussi de potache, sans péjoratif, de lycéen. Il a une œuvre extrêmement moderne, dont Gestes et opinions du docteur Faustroll, qui est par ici, par terre. Et donc je voudrais faire un hommage, à l'envers, comme si Alfred Jarry avait écrit un petit mot pour cette plume de René D'Aumale qui n'achève pas sa course. Il dit « Je ne sais pas. Je ne sais pas si mon frère m'oublie, mais je me sens tout seul, immensément, avec loin la chère tête à pâli, dans les essais d'un souvenir qui ment. J'ai son portrait devant moi sur la table. Je ne sais pas s'il était laid ou beau. Le double est vide et vain comme un tombeau. J'ai perdu sa voix adorable, juste, et qui semble faite fausse exprès. Peut-être il l'ignore, trésor posthume. Hors de la lettre, elle s'évoque très soudain cassée et caressante plume. Voilà. Et peut-être un dernier mot après Jarry de D'Aumale, c'est cette phrase que j'aime et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui l'aiment, j'espère, qui est pour moi un peu comme une clé de voûte au début du mot analogue et qui est une forme de formule, de mot de passe. C'est au tout début où le jeune alpiniste va rencontrer le professeur Sogol, et Sogol partage avec ce jeune alpiniste la croyance, la foi en l'existence du mot analogue. Et D'Aumale écrit cette phrase extraordinaire: « Du fait que nous sommes deux, tout change. La tâche ne devient pas deux fois plus facile, non, d'impossible, elle devient possible. »
Et je trouve que c'est vraiment une formule du fait que nous sommes deux, l'impossible devient possible, qui montre bien peut-être le pouvoir collectif et du mot analogue et peut-être aussi son côté, sa puissance amoureuse et amicale qu'il peut susciter, puisque c'est bien sûr l'histoire d'une montagne, d'une élévation, d'une connaissance, mais aussi d'une communauté de gens qui partagent le même goût des hauteurs et la même direction. Donc voilà, donc je remercie évidemment Cécile, Denis et Philippe d'avoir pris part à cette soirée et à l'aventure de cette nouvelle édition chez Gallimard, que vous pouvez retrouver évidemment à la sortie. Et si jamais vous avez des questions à l'un d'entre nous, je ne sais pas, si je crois qu'un micro traîne dans la salle, si on vous a intimidé. Oui, là il y a une question. Tu as évoqué des liens tout à l'heure entre le livre de Domal et l'écologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur... Tout à fait, les liens entre Domal et écologie. Alors c'est... Domal, enfin, le mot analogue a été vu comme l'un des romans précurseurs en matière d'écologie, puisque en fait, à l'arrivée de cette troupe, de cette expédition, ils vont découvrir un nouveau monde avec ses règles économiques, ses règles parfois poétiques, mais aussi un nouvel écosystème. Et il y a une scène en apparence, une petite phrase, mais qui est en fait très importante, où l'un des alpinistes tue un rat. Et ce rat mangeait des abeilles vénéneuses, des guêpes vénéneuses. Et donc la mort du rat va déclencher une forme de bouleversement dans l'écosystème du monde analogue. Et bien sûr, qui provoque ce bouleversement ? C'est l'homme. Et donc certains scientifiques se sont nourris de ce sentiment, de cette préscience de Domal, de cet aspect visionnaire, pour montrer qu'il y a un aspect écologique dans le monde analogue. Et il n'y a pas que ça, hein, il y a le texte est fourré d'inventions en avance sur son temps. Par exemple, Domal invente le steak végétal. Le steak végétal pour ses alpinistes, puisqu'il n'y a pas de vaches, pas de bœufs sur les pentes escarpées du mont analogue. Donc ils vont créer ça. Tu veux ajouter ? Oui, non, mais c'est parce qu'il est très attaché au végétarisme, en fait. Bien sûr, par l'Inde, on retrouve... Mais donc voilà, donc il y a vraiment... Et ce texte a nourri même certaines expériences scientifiques, comme par exemple Biosphère 2, qui est une expérience, je ne sais pas si tu la connais, Philippe, c'est Biosphère 2 est un truc complètement fou, où c'est un milliardaire texan qui a créé une espèce de bulle pour faire vivre artistes et je sais plus très bien, artistes scientifiques dans une espèce de biosphère, d'écosystème. Et tout ce projet est inspiré du monde analogue, donc de créer un monde fermé, invisible, séparé du reste, etc., pour mener à une quête d'ascension ou de connaissance. Et évidemment, l'affaire tourne très mal, puisque la bulle terminera en parc d'attractions par Steve Bannon, qui n'était pas encore le conseiller de Donald Trump. Histoire vraie, il y a un documentaire. Donc voilà les postérités moins glorieuses du monde analogue. Est-ce que vous avez une autre question ? Bonjour. Moi, j'ai une question qui s'adresse un peu plus à Philippe. Et qui, en fait, j'ai pas lu les mondes analogues, pas encore. Mais j'ai l'impression qu'entre blanc, noir et également dans le virgule et le concept d'ascension, il y a une espèce de métadiscours sur l'écriture en elle-même et au vu de l'œuvre de Philippe et notamment de cette proposition en tout cas de conversion d'un film en lumière et de l'utilisation assez répétée du mot itération, j'aimerais savoir si vous avez une espèce de commentaire sur l'utilisation du code ou alors de la technologie qui peut aller dans cette idée de transmission, de transmutation d'une écriture en lumière. Ouais, en fait, pour le dire un petit peu différemment, en fait, le projet, en général, ce qui m'a toujours un peu travaillé, et qui continue à me travailler, c'est cette idée qu'à un moment donné, un objet puisse devenir un sujet. Et donc, comment ça peut se fabriquer, ça c'est souvent, en fait, quand à un moment donné, il y a un jeu qui parle. Donc, c'est plus la question, en fait, pour moi, d'une chose qui parle. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle parle avec de la lumière, il y a un code. On pourrait, a priori, si on
on pourrait le décoder, qu'on peut, on peut lire le sanskrit. C'est un encodage, mais il y a une possibilité de retourner ça en sémantique, quoi. Mais c'est plutôt cette question-là qui me tarote toujours un peu, qui me travaille, quoi. Cette idée qu'à un moment donné, il y a un objet, et puis à un moment donné, il y a un sujet flottant qui est attaché. Dans la tradition tibétaine, il y a cette idée du bardo, qui est en fait une espèce d'état intermédiaire dans lequel on flotte jusqu'à un moment où on trouve un moyen pour cette âme de se réincarner. Donc c'est un peu ça, là, ça flotte, quoi, et ça parle, jusqu'à ce que ça puisse à un moment donné se réincarner dans un corps ou dans un objet. Est-ce qu'il y a eu des tentatives d'ajouter des mots après la virgule ? Alors, très bonne question. Il y a eu un artiste qui a fait la page d'après, tout à fait, mais sans aller jusqu'à achever le mot analogue. Et puis dans cette édition, vous trouvez aussi notamment plein de documents qui essayent de montrer ce que Domal aurait pu faire s'il était allé jusqu'au bout. Et on se rend compte que le dernier chapitre avait prévu de s'intituler « Et vous alors, que cherchez-vous ?» Donc sur une ouverture malgré la fin. Donc c'est rassurant peut-être. Merci beaucoup.